drogue, migration, antiterrorisme, recrutement des imams. Ce sont là les sujets phares ayant meublé la visite de travail de Gérald Darmanin. Pour sa toute première visite au Maroc, le ministre français de l'Intérieur aura accordé une place de choix aux questions sécuritaires. On a pu travailler sur un certain nombre de sujets qui touchaient à la sécurité nationale, à la lutte contre le terrorisme, et puis voir comment nous pouvions améliorer le travail que nous faisons ensemble pour pouvoir garantir aux Marocains et aux Français un monde meilleur dans un moment, évidemment, où on sait, crise sanitaire, crise diplomatique en dehors de nos frontières, qui sont importants, bien sûr, pour le Maghreb, pour l'Afrique et pour l'Europe. Les échanges auront été des plus fructueux. Le ministre français de l'Intérieur en sort plus que satisfait. Moi, je remercie le gouvernement marocain pour le travail très important qu'il fait dans la lutte contre les stupéfiants, et la France elle-même doit faire davantage pour protéger le Maroc de trafics qui partent de l'Europe et qui arrivent au Maroc, et singulièrement sur les produits psychotropes, les drogues de synthèse. Et donc nous avons évoqué ce sujet, comme l'immigration illégale, comme la lutte contre le terrorisme, comme la coopération que nous devions avoir entre les deux ministères de l'Intérieur. Et j'ai invité monsieur le ministre de l'Intérieur à venir à Paris pour que nous puissions continuer ce travail. Concernant la lutte contre le trafic de stupéfiants, sous peu, un accord devra être trouvé entre les deux pays. Selon une étude publiée en 2020, le Maroc occupe un quasi-monopole dans l'approvisionnement de l'Europe en cannabis, avec une production annuelle estimée à plus de 700 tonnes pour une valeur de 23 milliards de dollars. Ils sont des milliers à défiler dans les rues de Washington ce samedi contre le choix de Amy Coney Barrett pour siéger à la Cour suprême. L'initiative est reprise dans plusieurs autres villes du pays, quelques jours avant que le Sénat ne tienne son premier vote pour confirmer la nomination de la juge en remplacement de la regrettée juge Ruth Bader, leader libéral et icône féministe. Ces manifestations ont été inspirées par la première marche des femmes à Washington, un énorme rassemblement anti-Trump organisé le lendemain de son inauguration en 2017. Lundi dernier, le Sénat américain a entamé le processus de confirmation de Amy Coney Barrett. Auditionnée à la Sénat, cette fervente catholique de 48 ans, désignée le 26 septembre pour remplacer l'icône progressiste Ruth Bader, a martelé son indépendance. Elle a juré mardi tenir sa foi à l'écart de son travail de juge, répétant à plusieurs reprises ne pas avoir d'objectif politique. « Je n'ai fait de promesses à personne. Mon chef, c'est l'état de droit », a-t-elle déclaré. Conformément à la Constitution, elle doit obtenir l'aval du Sénat pour entrer dans le temple du droit américain où siègent déjà 5 juges conservateurs sur 9. Donald Trump espère que la nomination de cette magistrate appelée à remplacer la défunte juge progressiste soit validée par le Sénat avant le scrutin. Et pour le vote, il mise sur la majorité républicaine au Sénat. The government has decided that the evidence of a... Le gouvernement a décidé que les preuves d'une situation potentiellement grave survenant dans les semaines à venir sont maintenant trop fortes. Par conséquent, pendant une période de 6 semaines, à partir de mercredi soir minuit, le pays tout entier passera au niveau 5 du cadre de vie de COVID-19. Our country will move to level 5 of the framework for living with COVID-19. That there should be no social or family gatherings in homes or gardens. Il ne doit pas y avoir de rassemblements sociaux ou familiaux dans les maisons et les jardins, les visites pour des raisons de solidarité et à des fins de soins pouvant se poursuivre. Nous avons décidé que la participation au mariage sera maintenue à 25 invités. Les restaurants, les cafés et les bars seront autorisés à proposer uniquement des services à emporter. Seuls les commerces de détail essentiels pourront rester ouverts. Tout le monde dans le pays est prié de rester chez soi, l'exercice physique étant autorisé dans un rayon de 5 km autour de son domicile. With exercise permitted within a 5-kilometer radius of your home. Only essential workers whose physical presence in the work... Seuls les travailleurs essentiels en présence physique sur les lieux de travail ont l'autorisation de se déplacer. Ceux qui peuvent travailler chez eux doivent le faire. Those who can work from home must do so. Donald Trump a évoqué lundi un accord avec le Soudan sur l'indemnisation des familles des victimes américaines d'attentats perpétrés en 1998 en Afrique et s'est dit prêt à retirer ce pays de la liste noire des États soutenant le terrorisme. Le président américain a tweeté qu'une fois que le gouvernement du Soudan aurait payé 335 millions de dollars aux victimes américaines du terrorisme
et à leur famille, comme annoncé, il retirerait le pays de la liste des États soutenant le terrorisme. Annonce saluée par le Premier ministre Abdallah Hamdok. Le Premier ministre qui avait accusé le 11 octobre les États-Unis de mettre en danger le chemin vers la démocratie en maintenant son pays sur la liste noire. Khartoum assure depuis le mois dernier avoir réuni le montant des indemnités pour les familles des victimes des attentats d'Al-Qaïda en 1998 contre les ambassades des États-Unis au Kenya et en Tanzanie, qui avaient fait plus de 200 morts. Le Soudan est depuis 1993 sur la liste américaine des États soutenant le terrorisme, synonyme de sanctions économiques et entraves aux investissements. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, avait évoqué en septembre un plan prévoyant le versement sur un compte bloqué des indemnités soudanaises transférées aux plaignants seulement une fois que le Soudan aura été retiré de la liste noire, ce qui devait selon lui intervenir très probablement avant fin octobre. Parallèlement, Washington a multiplié les pressions pour que Khartoum normalise ses relations avec Israël avant l'élection présidentielle américaine du 3 novembre. De nombreux commerces, entreprises et administrations de la petite ville côtière de Sheba ont gardé le rideau baissé. Lundi, des protestataires ont bloqué l'entrée de cette ville du sud-est de la Tunisie avec des pneus en flammes, tandis que d'autres ont défilé en arborant les couleurs du club blanc et vert. Ils protestent contre la décision de la fédération de sanctionner le Croissant sportif chébien en l'interdisant de compétition en Ligue 1 pour toute la saison, selon eux, en représailles après des critiques sur la gestion du président de la fédération, Wadi Jari, qui dirige la Fédération tunisienne de football, FTF, depuis 2012, est actuellement en campagne pour la présidence de la Confédération africaine de football, CAF. En tant que coordination, nous sommes contre l'injustice que connaît notre club et contre le harcèlement d'une partie de la Fédération tunisienne de football. La société civile a réagi et nous avons créé cette coordination afin d'organiser les manifestations et pour organiser l'entrée des supporters dans la ville. Nous demandons à Monsieur le Président de la République d'intervenir et de stopper cette farce, de rencontrer le président du club et son instance et qu'il écoute nos demandes. Depuis plusieurs mois, le dirigeant du CS Sheba, Taoufik Nkacher, est en conflit ouvert avec Jari, notamment après des publications sur Facebook critiquant le manque de transparence dans la gestion des fonds et appelant à un audit de la fédération. Le club s'était déjà vu infliger d'importantes amendes. En juillet, le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a indiqué dimanche comprendre la colère des supporters tout en appelant à contester les décisions de la FTF par les voies légales. L'élection du président de la CAF est prévue le 12 mars 2021 à Rabat. Pour nous, c'est nouveau, certes, mais on fait de notre mieux pour que ça se déroule du mieux que possible et qu'on respecte ces directives. Et on est heureux que la rentrée scolaire soit enfin arrivée et en même temps avec beaucoup de préhension par rapport à la situation actuelle. On est confiant au niveau de l'école. On sait que les écoles ont pris leurs dispositions. Nos enfants aussi sont assez conscients de l'état actuel. Et espérons que tout le monde va jouer le jeu. Alors, j'ai confiance à condition que les parents jouent le jeu aussi. Voilà. J'ai rassemblé les parents, j'ai essayé d'expliquer. Je pense que ça va marcher. Ça va marcher. Et maintenant, ça dépend de la tutelle et des autorités. Ça dépend de l'évolution du Covid. Ça dépend ni de moi ni de personne même, je dirais. Voilà. Donald Trump continuait de sillonner les États-Unis à la veille du dernier débat très attendu entre les deux candidats alors que Joe Biden n'avait, pour le 3e jour consécutif, rien à son programme public. Un contraste frappant et rare si près de l'échéance. Le candidat démocrate retrouvera Donald Trump jeudi soir pour leur dernier duel télévisé à Nashville dans le Tennessee. Leur premier débat, fin septembre, avait tourné au pugilat. Et rien n'indique que le ton sera cette fois-ci moins agressif. Le républicain a accentué ses attaques personnelles contre son adversaire. Il martèle depuis plusieurs semaines, sans éléments concrets à l'appui, que la famille Biden est une entreprise criminelle. Quant à la colistière de Joe Biden, Kamala Harris, elle continue sa campagne en Caroline du Nord et s'est à nouveau attaquée à la gestion du Covid-19 par Donald Trump, qu'elle qualifie de raciste.
En 13 jours, vous voyez ce qui se passe. Vous voyez, il commence à être un peu nerveux. Vous savez, les démocrates, tous ces gens avec qui nous avons eu affaire, ils commencent à être un peu nerveux, n'est-ce pas? Joe Biden, l'endormi, a confié le contrôle de son parti à des socialistes, des communistes, des marxistes et des extrémistes de gauche, et ceux-ci sont remplis de haine, de venin et de rage. Nous savons que Donald Trump était informé de la nature du coronavirus dès le 28 janvier. Vous imaginez si on avait su le 28 janvier ce qu'on sait aujourd'hui? Pouvez-vous imaginer comment vous, en tant que parent ou propriétaire d'une petite entreprise, auriez pu vous préparer votre famille, les personnes qui comptent sur vous? L'ancien président américain Barack Obama a appelé mercredi les démocrates à ne pas faire preuve de complaisance et à se mobiliser en masse pour permettre à Joe Biden de l'emporter face à Donald Trump le 3 novembre.